Les vacances touchaient à leur fin. Il ne restait plus qu'un peu plus d'un mois de liberté, et mes parents m'avaient envoyé à la campagne chez mes grands-parents. Mes amis avaient été attristés, compatissants, pensant que la fin de mes vacances se transformerait en un véritable calvaire. Après tout, quel divertissement pouvait-on trouver à la campagne, surtout avec une connexion Internet médiocre? Pourtant, il y en avait beaucoup, des randonnées vers la rivière, des promenades en forêt, des matchs de football avec les gamins du coin, et bien d'autres choses encore. Je ne m'ennuyais jamais chez mes grands-parents adorés. Chaque fois que j'arrivais, mon grand-père m'accueillait par un cri retentissant, « Oh, notre petit merdeux est arrivé !» Ma mère se disputait constamment avec lui, exigeant qu'il arrête de jurer, mais sans succès. Mon père riait, disant que mon grand-père ne nous insultait pas, mais qu'il parlait simplement, surtout après avoir bien bu. Et il buvait souvent. Ma grand-mère avait depuis longtemps cessé de faire attention à son langage. Elle-même le critiquait parfois vertement, mais elle ne me grondait presque jamais, cherchant plutôt à me gâter comme elle pouvait. Mes parents m'avaient donc amené à la campagne. Nous étions restés un moment dans la maison fraîche, nous reposant du voyage et échangeant les dernières nouvelles. Puis, comme d'habitude, mon grand-père avait emmené mon père dans le potager, tandis que ma mère et ma grand-mère commençaient à échanger des ragots. Les conversations sur qui avait rompu avec qui ou qui avait acheté une nouvelle télévision ne m'intéressaient pas, alors je me précipitais vers le jardin. Je trouvais mon père et mon grand-père sous un vieux pommier, dont les branches, alourdies par les fruits, ployaient vers le sol. « Regarde-moi ça !» s'exclama mon grand-père avec fierté en montrant l'arbre à mon père. « Cette année, on ne sait plus quoi faire de toutes ces pommes. Ta grand-mère en a déjà marre des compotes. » Il comptait demander aux voisins s'ils en voulaient. Il cueillit une des plus grosses pommes, mon père l'essuya avec sa chemise en jean et croqua dedans avec un bruit sec. « C'est du miel pur. Allez, Lénia, prends une. » Non, plus tard. Les mains dans les poches, je regardais le jardin sans grand intérêt. Ma grand-mère s'était vantée au téléphone d'une bonne récolte cette année. Et effectivement, tous les parterres étaient verdoyants. Les plants de tomates ployaient sous le poids des fruits rouges, les feuilles de choux s'ouvraient comme d'énormes fleurs, mais un parterre semblait vide. Je le désignai du doigt et demandai, intrigué, « Papy, qu'est-ce qu'il y a là-bas ?»« C'est plein, Lénia, » grogna mon grand-père avec ses dernières dents. « Viens, je te montre. » Le parterre était complètement nu, sans une seule herbe, mais bosselé, comme avant les semis. La terre semblait soulevée de l'intérieur, couverte de sillons. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Mon père siffla, surpris, et se gratta la nuque. « Il y avait des carottes ici, » expliqua mon grand-père en désignant deux autres parterres vides dans la rangée voisine. « Et là-bas, des radis et des betteraves. Ces saletés de taupes ont tout volé. » « Sans déconner, les taupes ?» Mon père s'accroupit, examinant le parterre labouré. « On dirait que des mineurs ont travaillé ici. » Mon grand-père le regarda avec défi, comme s'il attendait de lui toutes les solutions du monde. « Il faut installer un répulsif sonore, » répondit mon père. « Je vais voir au magasin, sinon j'en achèterai un en ville. » Des taupes intéressantes, chez vous. On en a trouvé des répulsifs au Silpo local. Mon père en a placé 3 dans le potager. Ils émettaient un sifflement aigu censé éloigner les nuisibles. Le fabricant garantissait une élimination totale des taupes et des campagnols. Après avoir passé la nuit, mes parents repartirent tôt le matin, alors qu'une fine brume couvrait encore le sol. Ils voulaient éviter les embouteillages sur la route. Je les raccompagnai, à moitié endormi, avec ma grand-mère et mon grand-père, puis je retournai me coucher. À peine entré dans ma chambre, j'entendis un cri furieux de mon grand-père. Sans hésiter une seconde, je me précipitai dehors. Je faillis percuter ma grand-mère, terrifiée, sur le perron. Mon grand-père, en marcel et en caleçon familial, se tenait au milieu du potager, crachant des jurons dans toutes les directions. « Qu'est-ce que tu gueules, vieux con ?» siffla ma grand-mère, serrant son peignoir. « Tu vas réveiller tous les voisins. »« Je m'en fous des voisins. Regarde ce qu'ils ont fait. » Ma grand-mère s'approcha, incrédule, puis poussa un cri en se prenant la tête. Moi, dans mon jeune âge, je m'approchai par curiosité, et mon visage se décomposa de stupeur. La veille encore, j'admirais les tomates gonflées de couleur sang, mais aujourd'hui, leur parterre était complètement nu. La terre, retournée de l'intérieur, avait un aspect effrayant, surtout en sachant qu'hier encore, des tomates y poussaient. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ma grand-mère baissa les bras, se tenant le cœur.
Pas une seule plante n'est restée. Comment c'est possible? Attends, petit merdeux, je vais vous montrer. Mon grand-père menaça du doigt, s'accroupissant. Astérisque plus tard dans la journée, alors que la chaleur devenait étouffante, je sortis dans la cour avec ma tablette. L'internet à la campagne, surtout dans notre vallée, était médiocre, alors je téléchargeais des films, des livres et des bandes dessinées chez moi. Assis sur un banc, je lançais un film d'horreur sur les loups-garous. C'est là que mon grand-père me trouva. Il avait eu le temps, pendant que je dormais jusqu'à midi, d'aller au magasin, alors il était de bonne humeur. Lénia m'aplatit la voix basse, comme un conspirateur, en me faisant signe de la main. Viens par ici, je vais te montrer quelque chose. Sortir de l'ombre pour me retrouver sous le soleil brûlant ne m'enchantait pas. Mais essayer d'expliquer cela à un grand-père obstiné, surtout après quelques verres, était peine perdue. Grimace de paresse, je traînais les pieds derrière lui dans le potager, traînant mes sandales en caoutchouc sur le sentier poussiéreux. Il m'arrêta près du pommier, leva l'index et chuchota, « Écoute. » Quelque part dans le village, un chien de cour aboya. 2 femmes du coin se disputaient, des oiseaux gazouillaient dans les arbres. Après une minute de silence, je haussai les épaules, perplexe. Qu'est-ce que je suis censé entendre, papy? Tu n'entends pas? Il plissa les yeux avec malice et ricana. Les répulsifs de ton père se sont tus. Et effectivement, le sifflement aigu, auquel je m'étais habitué la veille, avait disparu. J'avais pensé à une panne de l'appareil chinois bon marché. Ces putains de taupes les ont volés, déclara mon grand-père, incapable de retenir un rire. Et toi, petit merdeux, ne fais pas semblant. Regarde. Il me saisit par le bras et m'emmena vers un des parterres vides. La veille, mon père y avait planté un répulsif sonore, semblable à un gros clou vert, mais il avait disparu. À sa place, il y avait un petit trou. Pendant que je fixais le parterre, perplexe, ma grand-mère nous rejoignit, un tablier de cuisine sur la tête et un foulard noué. « Qu'est-ce que vous examinez là ?» demanda-t-elle, fatiguée, en s'essuyant le front. « Les taupes ont encore fait des leurs. » « Oui, elles ont volé les 3 répulsifs. »« Des taupes intelligentes, dit-elle avec ironie, écartant les bras, avant de reprendre plus sérieusement. Chez les Ivanov et chez Tati Doucia aussi, il paraît qu'on a pillé le potager comme chez nous. On leur a volé des carottes, des tomates, même des pommes de terre. Ce ne sont pas des taupes. Quelqu'un rôde la nuit dans les jardins et vole effrontément. Quoi, vieille folle? Mon grand-père se tordit, vexé. Tu crois que quelqu'un pourrait passer devant moi sans que je l'entende? J'ai servi dans le renseignement. J'ai l'ouïe fine comme ces bestioles. Je te dis que ce sont des taupes, des saloperies. Oh, laisse tomber. Ma grand-mère écarta la main avec agacement. Viens, Lénia, je t'ai préparé du sarrasin avec du goulash. Mange, mon soleil. Après le déjeuner, je partis avec ma grand-mère à la rivière, où nous restâmes près de 3 heures en pleine chaleur. À notre retour, nous trouvâmes mon grand-père inconscient sur le canapé. À côté de lui gisait une bouteille de bière forte, vidée à plus de moitié. Et à en juger par l'odeur tenace dans la pièce, il en avait renversé soit sur le canapé, soit sur le sol, et avait vite essuyé. Peut-être s'était-il même renversé dessus, car il était en caleçon. Ma grand-mère et moi pensions qu'il resterait ainsi jusqu'au lendemain. Pourtant, il se réveilla au bout d'une demi-heure. Gémissant comme s'il avait labouré toute la journée sans repos, il sortit en boitant dans la cour. Je me souviens que nous venions de nous asseoir à table pour boire du thé. Soudain, mon grand-père nous appela bruyamment depuis la cour. « Lénia, Mania, venez ici. »« Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a encore ?» grogna ma grand-mère en se levant. Nous trouvâmes mon grand-père accroupi au milieu de la cour, sur une zone nue où mon père garait habituellement la voiture. Il désignait le sol devant lui, mélange de terre et de sable mou. Je descendis du perron avec ma grand-mère et m'approchai. Ma bouche s'ouvrit malgré moi en voyant ce que mon grand-père montrait. Devant lui se trouvait un trou rond, un peu plus grand qu'un ballon de football, au bord presque lisse. Il s'enfonçait profondément dans l'obscurité, et on n'en voyait pas le fond. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» chuchota ma grand-mère, choquée, les mains sur la poitrine. « Tu ne vois pas, vieil aveugle ?» grogna mon grand-père en se relevant. Il vacilla, recula de 2 pas pour garder l'équilibre. « C'est un terrier de taupe. »« Un terrier de taupe ?» balbutia ma grand-mère, agitée. « Il devrait y avoir un petit monticule, pas un trou vers les enfers. »
Je voulus, par curiosité, jeter une pierre dans le trou pour en tester la profondeur. Je ramassai un galet sous mes pieds, mais ma grand-mère me tira en arrière par le bras. N'y pense même pas, Lénia, on ne sait pas qui peut s'y cacher. Ça pourrait sauter, Dieu nous en préserve. Allons, arrête. J'écartai sa peur ridicule d'un geste négligent. Quelqu'un peut s'y cacher. Tu as dit toi-même que quelqu'un rôdait dans les jardins. Ce quelqu'un a creusé ce trou pour s'amuser pendant qu'on ne regardait pas. Pendant ce temps, mon grand-père s'approcha de la maison et prit une pelle adossée au mur. Il s'accroupit à nouveau devant le trou et commença à y descendre prudemment le manche de la pelle. « Qu'est-ce que tu fabriques, vieux fou ? À quoi bon y fourrer un bâton ?» s'indigna ma grand-mère, m'éloignant du trou par précaution. « Pourquoi ? J'explore, répondit mon grand-père, la langue pâteuse. Le manche de la pelle descendait lentement, et l'obscurité semblait l'engloutir. La pelle toucha le bord du trou, jusqu'à la lame en métal. Voilà une profondeur. Pas de fond. Bon sang de terrier. Mon grand-père se releva, retirant la pelle, continuant à glousser et à admirer le travail des taupes. Soudain, ses mains tremblèrent. Il vacilla, écartant les jambes. Ses yeux, rougis par l'alcool, s'ouvrirent grands, exprimant une émotion que je ne compris pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il tira la pelle vers lui, sortant le manche du trou de quelques centimètres. Mais quelque chose le tira en arrière avec une telle force que mon grand-père tomba à genoux. Ma grand-mère et moi criâmes, incrédules, en voyant quelque chose sous terre tenir le manche en bois et l'empêcher de le retirer. C'était trop incroyable. Ah, sale bête ! Mon grand-père sortit le bout de sa langue d'effort. Ses bras musclés tremblaient. Il ne voulait pas lâcher la pelle par entêtement. Peu importait qui la retenait de l'autre côté. « Papy, je vais t'aider. » Me dégageant des bras de ma grand-mère, je courus vers mon grand-père et saisis le manche à mon tour. Ah ! En 3 secousses, nous parvînmes à arracher la pelle. Soit ce qui était en bas s'était lassé de lutter contre nous, soit il avait simplement décidé de la lâcher. Mon grand-père s'affala sur le dos, et je reculai. Un grognement rauque et un grattement retentirent du trou. Ma grand-mère, devenue très pâle, se signa rapidement. « Vous avez vu » s'exclama mon grand-père, triomphant, en s'asseyant par terre. « Voilà ce qu'ils font. Ne vous inquiétez pas, je vais leur montrer. » Il agita la pelle arrachée. Au milieu du manche, on voyait clairement des traces de griffures profondes et courbes. Cet événement ne m'effraya pas vraiment, il piqua plutôt ma curiosité. Qui pouvait bien habiter dans ce trou, capable de grogner et de griffer ainsi ? Certainement pas des taupes. Ma grand-mère suggéra, incertaine, que ce pouvait être un simple blaireau, et me dit plusieurs fois de ne pas m'approcher de son terrier. Mon grand-père commença ensuite à remplir le trou d'eau depuis un tonneau, et je dus observer de loin, assis sur un banc. J'espérais que la bête remonte. Mon grand-père l'attendait, pelle levée, prêt à lui asséner un bon coup. Mais rien de tel n'arriva. Il ferma le terrier inondé avec une tôle et la recouvrit de 3 briques pour plus de sûreté. Le soir, notre voisine, Tati Doucia, nous rendit visite. Ma grand-mère pouvait passer des heures avec elle à boire du thé et à jaser. D'habitude, à ces moments-là, j'essayais de sortir ou de me réfugier dans ma chambre. Mais cette fois, je restais, ayant entendu un sujet intéressant. Tati Doucia se plaignait aussi d'un trou étrange apparu ce matin même dans son poulailler. La bête avait emporté 3 poules d'un coup. Il ne restait que des plumes et des éclaboussures de sang sur les murs en bois. Tati Doucia avait comblé le trou avec de la terre. Dans la journée, son fils Pacha, qui avait 10 ans de plus que moi, était allé dans les potagers et s'était soudain enfoncé jusqu'à la taille. Non content de se tordre la cheville gauche en atterrissant maladroitement, il s'était fait mordre violemment à la jambe, la créature lui transperçant le mollet. Le sang avait mis du temps à s'arrêter, et le jeune homme avait dû appeler le médecin local. Maintenant, Pacha était alité, incapable de poser le pied sur sa jambe blessée, enflée et bleutée. Tati Doucia craignait que, si son fils n'allait pas mieux demain, elles doivent l'emmener à l'hôpital en ville. Elle et ma grand-mère en vinrent à la conclusion qu'un blaireau audacieux, terrorisant plusieurs parcelles voisines, l'avait attaqué. Et encore heureusement s'il n'était pas enragé. Cette nuit-là, je dormis mal. Peut-être étais-je encore agité par ce que j'avais vécu, ou peut-être pressentais-je quelque chose. D'abord, je jouais sur mon téléphone, puis je me retournai dans mon lit, incapable de m'endormir. Quand l'heure dépassa 1h du matin, je pris ma tablette et ouvris un livre,
espérant que la lecture m'aiderait à trouver le sommeil. Je n'eus pas le temps de m'y plonger que j'entendis des bruits étranges. Comme si quelqu'un grattait doucement quelque chose de métallique. Posant ma tablette sur la couverture, je me redressai lentement sur les coudes, regardant par la fenêtre ouverte. Elle était commodément située au-dessus de mon lit et donnait sur notre petite cour. Tous les voisins autour dormaient. Aucune lumière ne filtrait. La nuit était claire, étoilée, et la lune brillait, immense. À sa lumière, je distinguais le mur irrégulier de la clôture, les contours des buissons dans le potager et le coin du hangar. Un silence épais régnait dans la rue. Ni le chant des criquets, ni le sifflement des oiseaux nocturnes que j'entendais souvent en été, seulement ce grattement désagréable qui se répéta. Par curiosité, je me rapprochai de la fenêtre. L'idée me vint que c'était peut-être le blaireau qui grattait la tôle avec ses griffes, essayant de pénétrer dans son terrier. Je tendis la main vers la table de nuit, près de la tête de mon lit, et pris mon téléphone, allumant la lampe torche pour éclairer la cour. Je voulais voir la bête dans toute sa gloire. Peut-être même réussir à la filmer. Mais la cour était vide. Je pensais, contrarié, que le blaireau avait eu le temps de s'enfuir pendant que je détournais les yeux de la fenêtre. J'allais éteindre la lampe torche quand un grincement métallique retentit. Sous la lumière vive, la tôle recouverte de 3 briques trembla. Je clignai des yeux plusieurs fois, croyant avoir imaginé cela, mais la tôle frémit à nouveau avec un claquement. Quelque chose grattait et poussait depuis le trou, essayant de s'échapper de sous terre. Au coup suivant, plus violent, la tôle fut projetée avec fracas sur le côté, ainsi que les lourdes briques. Du trou profond émergea quelque chose de long, sale et brun. C'était une main humaine fine. Elle enfonça ses ongles pointus dans la terre, et une tête nue, couverte de boue, apparut. Je retins mon souffle, l'air soudain glacé, et baissai rapidement le téléphone, le couvrant avec la couverture pour cacher la lumière de la lampe torche. Je tendis la main vers le battant de la fenêtre et le fermai, baissant le loquet. Appuyant mon épaule contre le mur, je fixai, sans cligner des yeux, l'être qui rampait lentement hors du trou. Il ressemblait à un humain, mais n'en était pas un. Maigre, aux membres osseux, sans vêtements. Accroupi, les genoux pointus largement écartés, il tourna la tête dans différentes directions. J'entendis un souffle haletant. Il reniflait comme un chien sur une piste. Puis il se tourna brusquement vers moi. Je retins un cri silencieux et plongeai sous la couverture. La lumière de la lampe torche me brûla les yeux, et je la couvris de ma main. Immobile, je fixais stupidement l'obscurité devant moi, sentant au plus profond de moi que la créature souterraine s'était approchée de la fenêtre et me regardait. Elle étudiait la silhouette cachée sous la fine couverture. Retenant mon souffle, j'entendais son souffle bruyant, le léger tapotement de ses griffes sur la vitre. Mon cœur battait à tout rompre. Mes tempes me faisaient mal d'une terreur que je n'avais jamais connue. La nuit s'était rafraîchie, mais j'étais en sueur, comme si j'étais dans un bain de vapeur. L'air me manquait, et j'osais entr'ouvrir mes lèvres desséchées pour inspirer doucement. La créature émit un son semblable au renâclement d'un cheval, et j'entendis un martèlement sur la terre nue. Elle s'éloigna de la fenêtre et courut quelque part. Je ne sais pas combien de temps je restais ainsi, immobile, respirant par à-coups. J'avais envie de sortir de sous la couverture, de respirer normalement, d'aller boire un verre d'eau. Mais c'était trop effrayant. Je craignais que le monstre inconnu ne soit pas parti, qu'il soit toujours devant la fenêtre, attendant que je me montre. Je me retournai prudemment sur le dos, baissant la couverture pour libérer mon nez. Dans la cour, tout était silencieux, comme si personne n'était sorti de terre. Comme si je n'avais fait qu'un cauchemar. Dans la maison endormie, un bruit sourd retentit dans la cuisine. Je sursautai sur mon lit, comme frappé par la foudre, et ma chambre s'illumina de la lumière chaude de la lampe torche. Ce son m'était parfaitement familier. La porte du cellier s'était ouverte et refermée, suivie du bruit maladroit de pieds nus traversant le salon. Les pas s'arrêtèrent juste devant ma chambre. Agrippant fermement la couverture, la froissant, je fixai la porte de ma chambre, les yeux écarquillés, respirant rapidement par le nez, comme après une longue course. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles, submergé par la terreur. Toutes mes pensées s'étaient simplement évaporées. Mon corps semblait paralysé. Je ne pouvais même pas bouger un doigt. Je ne faisais que fixer la porte. Avec un léger coup et un grincement à peine audible, elle s'entr'ouvrit. Une odeur de terre humide émana de l'obscurité totale du salon. Quelque chose avança dans la lumière de la lampe torche.
Un corps grand et voûté, aux côtes et aux os du bassin saillant, recouvert d'une peau fine et gris pâle. Sur la poitrine et le ventre, on voyait des ulcères purulents, tout le menton, la bouche et les dents tordues et exposées. Des yeux blafards et aveugles me fixaient. Un sifflement léger retentit. Le monstre aspirait l'air par les trous de son nez, essayant de capter mon odeur. Ses mâchoires s'écartèrent, des filets de saleté coulèrent sur son cou, et la créature émit un grognement guttural. Elle leva la main gauche, agrippant le chambranle de la porte avec ses longs doigts, et franchit le seuil de ma chambre. À ce moment, comme si un bouchon avait été retiré de ma gorge, je hurlai si fort que la lumière s'alluma immédiatement dans les chambres de mes grands-parents. Le monstre recula de la porte avec un rugissement étouffé, traversa le salon en courant, agitant maladroitement les bras. En chemin, il renversa une chaise, fit tomber quelque chose de métallique dans la cuisine, ma grand-mère hurla et mon grand-père jura. Apparemment, ils avaient eu le temps de voir l'invité nocturne avant que la trappe du cellier ne se referme derrière lui. En bas, une boîte se brisa avec un tintement. « Lénia, Lénia, tu es vivant !» Ma grand-mère, terrifiée à mort, entra en courant dans ma chambre, vêtue d'une longue chemise de nuit. Elle me serra fort dans ses bras, me coupant l'oxygène, puis me palpa rapidement pour vérifier que je n'avais pas de blessure. « Il ne t'a pas touché, il n'a pas eu le temps de te blesser. » Je secouai la tête en silence, incapable de prononcer un mot. Je tremblais comme après une douche glacée. De toutes mes forces, je voulais que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Après tout, cela n'existait pas dans la nature. De telles créatures n'existaient pas. Elles n'apparaissaient que dans les films et les histoires d'horreur. « Lénia, reste ici, » dit ma grand-mère d'une voix sévère mais tremblante. « Ne sors pas pour l'instant. » Elle sortit en courant de la chambre, criant quelque chose à mon grand-père, et je me précipitai sans réfléchir derrière elle. En traversant le salon pour aller à la cuisine, je remarquai sur le plancher nu des traces sombres et sales de pieds nus et étroits, ainsi que de minuscules miettes de terre. Ma grand-mère se tenait dans la cuisine devant le cellier ouvert. Penchée, elle regardait à l'intérieur en murmurant des prières. En bas, une lumière vacillait. Mon grand-père était descendu dans le cellier, l'inspectant avec sa grosse lampe torche. M'accroupissant sur un genou devant la trappe carrée, je sentis une odeur sucrée. C'était la boîte de compote qui s'était brisée. « Lénia, retourne vite dans ta chambre » me chuchota ma grand-mère en me tirant douloureusement par l'épaule, puis elle s'adressa plus fort à mon grand-père. « Fédia, sors de là tout de suite. Dieu nous en préserve, s'il revient. » Je lui rendrai la monnaie de sa pièce, grogna mon grand-père en menaçant quelqu'un avec un grand couteau de cuisine. Voilà par où cette saleté est sortie. Je me penchai plus bas vers la descente et distinguai sur l'un des murs de terre solide un énorme trou, bien plus large que celui de la cour, que la créature avait eu le temps de creuser. Mon grand-père s'en approcha trop près, s'accroupit en pliant ses jambes tordues et éclaira l'obscurité du tunnel avec sa lampe torche. Malheureusement, je ne voyais pas ce qu'il y avait là-bas, et descendre dans le cellier avec mon grand-père me faisait peur. Rien à voir, se plaignit mon grand-père et avança, enfonçant la tête dans le trou. Il était si grand qu'il y entra jusqu'aux épaules sans difficulté. « Fédor » s'écria ma grand-mère en tapant du pied. « Sors de là, vieux fou. N'ose pas y entrer. Oh, arrête de râler. » Mon grand-père l'écarta sans la regarder et se faufila plus loin dans le trou jusqu'à la taille. Voilà ce qu'ils ont creusé ici. Une sorte de souterrain. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ma peur recula légèrement, laissant place à une curiosité enfantine malsaine. Je voulais descendre plus bas, demander à mon grand-père ce qu'il avait trouvé d'intéressant. J'avais déjà posé un pied sur la première marche de l'escalier pourri quand mon grand-père hurla. Fort, horriblement. Je n'avais jamais entendu de cri pareil, ni le rugissement terrifiant qui provenait du trou dans le mur. 4 bras gris pâles en émergèrent. Et non pas 2, mais 4. Les griffes s'enfoncèrent dans le dos de mon grand-père, dans ses flancs, laissant échapper de minces filets de sang. Ses pieds se détachèrent du sol poussiéreux, se mirent à trembler convulsivement. L'instant d'après, une force surhumaine et une vitesse incroyable l'attirèrent entièrement dans le trou. Les cris s'atténuèrent immédiatement, se déplaçant sous le plancher, et on l'emporta plus loin sous terre. Par peur pour mon proche, je tentai sans réfléchir de sauter dans le cellier, mais ma grand-mère me saisit par les bras et me tira violemment de l'escalier. La lampe torche de mon grand-père tomba sur le sol en grincement. L'ampoule clignota et s'éteignit, éclairant brièvement une silhouette voûtée et sale. Me repoussant en arrière,
ma grand-mère referma la trappe du cellier juste devant le museau du monstre. Puis, par je ne sais quel miracle, elle parvint à faire tomber un lourd réfrigérateur par-dessus. À l'intérieur, des bocaux et des casseroles s'entrechoquèrent. Quelque chose se brisa. Un grognement furieux retentit dessous le plancher, et le réfrigérateur trembla 2 fois, son poids empêchant le couvercle de s'ouvrir. Après cela, le monstre abandonna immédiatement ses tentatives de pénétrer dans la maison. J'entendis clairement le clapotis de ses pattes nues retournant vers le trou. Ma grand-mère, me tenant fermement par le bras, m'emmena dans sa chambre à elle et mon grand-père et cala la porte avec une commode. Ensuite, elle me serra fort contre elle, et nous restâmes ainsi assis sur le lit jusqu'au matin, sans un mot, pleurant dans les bras l'un de l'autre. La police ne parvint pas à retrouver le corps de mon grand-père. Le tunnel s'était effondré à seulement un demi-mètre du trou. Ce même jour, mon père m'emmena, ainsi que ma grand-mère, à la maison. Il revint encore quelques fois à la campagne avec ma mère pour récupérer certaines affaires. Mais ni moi ni ma grand-mère ne retournâmes jamais dans ce village, qui commença rapidement à dépérir. Et après plus de 10 ans, il fut complètement abandonné. Mon grand-père bien-aimé est toujours considéré comme disparu.